Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, une émission que vous avez déjà découverte, c'est une rediffusion. On parlera avec Ivan Goryachev du Danemark, avec la retraite à 70 ans. Oui, on va en parler avec elle. Elle est directrice générale de Synergie Exécutive. On fera le point justement sur ce fameux modèle danois. Le cercle RH, le rapport au travail de la Gen Z, de la génération Z. On va en parler avec deux experts, Benoît Labrousse, président du groupe Randstad France, avec une étude sur plus de 11 000 personnes interrogées, dont 750 en France. Et puis on en parlera avec Élodie Gentina, experte spécialiste du sujet, conférencière spécialiste de la Gen Z. Et ce livre, Manager la génération Z, sorti chez Duno, c'est son avant-dernier livre. Ce seront nos invités. Puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, professionnaliser le métier de technicien cadre de vie. Et c'est un secteur sous tension, on en parlera avec Tasha Tegia. Elle est DRH de O2, qui appartient au groupe WeCare. Elle est membre de la commission de la formation au sein de la FEDESAP. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. La Gen Z, on en parle dans le cercle RH, un débat pour ausculter la manière dont cette Gen Z regarde le travail, s'implique, s'engage, hésite parfois aussi à rester fidèle à une entreprise. On fait le point avec mes invités à l'occasion d'une étude réalisée par Randstad. J'accueille Benoît Labrousse. Bonjour Benoît. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu dans notre émission Smart Job, c'est un vrai plaisir. Président du groupe Randstad France. Je l'ai bien dit, Randstad? Parfait. Sans faute. Avec cette étude qui est sortie il y a quelques semaines auprès de 11 250 talents, 750 en France sur 15 pays pour ausculter cette Gen Z. Merci d'être là. Élodie Gentina, ravie de vous accueillir, conférencière spécialiste de la Gen Z avec ce livre que je citais tout à l'heure, Manager la génération Z chez Duno. Et vous suivez, vous analysez, vous travaillez sur cette génération Z. Revenons sur votre étude. Qu'est-ce qui ressort de l'étude? Vous nous dites, pour le faire en baseline, motivé, engagé, mais désorienté. C'est contradictoire. Alors c'est à la fois une étude qui est assez pleine d'enseignements. Si je reviens qu'un tout petit peu pas en arrière avant de répondre à votre question, ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est que finalement le nombre d'opportunités de travail qui s'adressent à la génération Z est en déclin très fort. 29%? 29% de moins depuis début 2024. Et donc ça participe à l'interrogation des membres de la génération Z. Juste pour rappeler, la génération Z, c'est les personnes nées entre 97 et 2007. Enfin, Élodie, je pense, me corrigera si je me Donc si je ils me ont trompe. quel âge? Ils ont quel âge? Donc ils ont une trentaine d'années, Ouais, ils ont c'est entre ça. 20 et 30 ans. Donc ils arrivent sur le marché de l'emploi. On est vraiment là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est cette diminution des opportunités d'emploi pour cette tranche d'âge. Et ça modifie de manière assez importante les comportements qu'ont les personnes vis-à-vis de l'emploi. Et en effet, ce qu'on voit, c'est désorienté dans le sens où comment est-ce que je trouve mon projet à terme, Mon premier pas sur le marché mon du premier travail. pas, tout en gardant comme perspective un projet à plus long terme. Ce qu'on voit, c'est que à travers l'étude, 85% des membres de la génération Z veulent choisir leur premier emploi, ou en tout cas ont en perspective leur but à très long terme. Donc, comme il y a moins d'offres d'emploi, quand même ils veulent atteindre leur but à long terme. Ça Donc, brise un peu le projet à long comment terme. est-ce que je fais? Le deuxième, c'est aujourd'hui, comment est-ce que, une fois que j'arrive dans l'entreprise, j'arrive à trouver ma place et à évoluer au sein de l'entreprise. Et dans le même temps, ce qui conduit, pour un peu être sur la partie désorientée, à une présence courte dans le premier emploi. Une année, à peine plus d'une année en moyenne. Ouais. Une année et un Un mois. Ce qui est très court et pourtant qui ne correspond pas à un papillonnage de leur part, mais une demande d'attention particulière de la part de l'employeur. Donc en effet, beaucoup de choses qui semblent contradictoires qui s'ajoutent sur cette population. Élodie Gentina, quand on calque vos travaux, l'analyse que vous avez sur cette Gen Z, est-ce que globalement l'étude Randstad correspond à peu près à ce que vous ressentez ou que vous connaissez de cette génération Z? C'est-à-dire, on voit bien que les deux bouts de la chaîne de l'emploi, c'est-à-dire les seniors et les jeunes, ont du mal aujourd'hui à accéder à l'emploi. Et qu'il y a une incertitude même sur quand ils se projettent à long terme. Évidemment, s'ils n'arrivent pas à démarrer
en mettant le premier pas, je ne vois pas comment on peut se projeter à long terme. C'est un peu ça le sujet qui est posé là. Oui, exactement. Et on retrouve des choses d'ailleurs quand vous dites qu'il y a des sortes de paradoxes ou des contradictions. Ça, c'est propre aux jeunes et à tout être humain. Et plutôt que des contradictions, c'est de la complémentarité. Quand on dit, les jeunes ne sont pas engagés, en fait, on a sur un autre rapport à la fidélité. Quand on parle aussi, il reste 1 an dans l'entreprise, pourquoi peut-être qu'ils sont certaines études disent qu'ils sont volages, mais en fait, non, c'est pas volage, c'est vraiment cette question de rapport à la fidélité qui est complètement différent et qu'il faut questionner. L'importance, vous l'avez dit, de la reconnaissance existentielle, c'est quelque chose qu'ils attendent aussi, et c'est peut-être pour ça que parfois il reste 1 an, 1 mois, parce qu'ils attendent aussi d'un manager qui soit proche, proximité, feedback, pour être durable dans le travail. J'entends quand même que les emplois, je dirais les premiers emplois d'entrée en carrière disparaissent à 30%. Est-ce que c'est lié à l'IA, 29%. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une disparition de ce marchepied qui freine quand même la possibilité d'entrer dans une carrière? C'est compliqué. S'ils n'accèdent pas par le premier emploi qui disparaît, j'ai lu quand même dans l'étude, je trouve ça intéressant d'ailleurs, et ça va faire écho à ce que vous nous dites, chère Élodie, c'est qu'il y a aussi une partie, 26% d'entre eux, qui préféreraient concilier ce poste avec une activité secondaire. Ouais. Alors ça, on en a déjà parlé sur ce plateau, c'est-à-dire, c'est pas vraiment des slasheurs, mais ils aiment bien travailler sur 2 points, auto-entrepreneur, j'ai un emploi. Est-ce qu'il y a de ça dans la Gen Z? Bien sûr. En fait, ce côté un peu slashing, la polyactivité, c'est pas un épiphénomène. On est vraiment sur une réalité. On est sur le cumul de jobs, et il y a même des entreprises aujourd'hui. J'ai échangé aussi avec la DRH de Mazars, Mathilde Lecos, qui disait ils mettent fin au contrat d'exclusivité, à la clause d'exclusivité. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus signer cette clause d'exclusivité en se disant on va être enfermé dans une même entreprise. Donc on remet en cause aussi cette notion de métier pour toute une vie, pour plutôt des activités, des missions. Et si on mettait les pieds dans le plat, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, un peu d'ailleurs de la même manière pour les seniors, mais à front renversé, les seniors coûteraient trop cher, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'emploi? Parce qu'on dit qu'ils ne sont pas assez fidèles, c'est cette Gen Z, mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au niveau d'embauche, au niveau de rémunération à l'embauche, où des jeunes se disent, là globalement on me donne ma chance, mais je ne m'y retrouve pas sur le plan financier. Est-ce que ça c'est une vérité ou est-ce que j'exagère? Alors, en fait, on voit... Côté Randstad, vous avez une photo. Alors, on a une photo. Je vais revenir un tout petit peu sur cette partie flexibilité, parce qu'en effet, à Randstad, on a l'avantage d'être un observateur de l'emploi, compte tenu du nombre de personnes qu'on met. On met 65 000 personnes à l'emploi toutes les semaines. Et des rémunérations. Et des rémunérations, forcément, puisqu'on colle aux rémunérations des entreprises utilisatrices. Et ce qu'on voit, c'est que, c'est ce que vous indiquiez juste avant, cette capacité à avoir un deuxième job ou avoir des missions complémentaires. Quand on regarde un peu les résultats de l'étude, on trouve à peu près 30% des membres de la génération Z qui se disent « mais moi je cherche un contrat qui offre une certaine forme de flexibilité ». Que ce soit entrepreneur, que ce soit freelance, que ce soit mission type intérim, 30%. Ce qui est assez front renversé par rapport à, en France, qui a pu être vu un peu comme le Graal, qui est un CDI. Exactement. Ouais. Donc on voit que cette dimension-là a une grosse influence sur la façon, leur rapport à l'emploi. Ils aiment la variété. Ils aiment la variété. Changer. Exactement. Et par exemple, nous, on a 35% de nos intérimaires qui ont moins de 25 ans. Donc c'est vraiment un vecteur de... L'intérim correspond à ça d'ailleurs. Exactement. Je travaille, je peux arrêter, faire autre chose. Exactement. Et pour revenir sur le sujet des salaires, aujourd'hui, on voit que les membres de la génération Z ont des projets établis, ils ont une vision, et à un moment... ils sont prêts à faire un compromis en se disant ça colle peut-être pas complètement à mes valeurs, mais il faut que je paye les factures à la fin du mois. Et donc je cherche quelque chose, un emploi qui va être suffisamment rémunérateur et donc est prêt à entrer sur le marché du travail sur un emploi qui correspond peut-être pas complètement à son envie initiale, mais qui va lui permettre aussi de faire un premier pas d'un point de vue salarial et de construction de carrière, et ensuite rebondir vers un emploi qui correspond un peu plus à ce qu'il recherche en termes de projet de carrière. Et donc oui, le salaire joue un rôle dans cette dimension-là en entrant dans le monde du travail. Mais est-ce que le modèle français, tel qu'il propose l'emploi aujourd'hui, est adapté à la Gen Z que vous auscultez et sur laquelle vous travaillez en tant que chercheuse? Est-ce qu'il n'y a pas une déphase entre ce modèle et la Gen Z? En fait, on voit qu'on est face à de grandes mutations dans la société. Et souvent, ce que je dis, c'est que le point de départ, c'est pas la Gen Z, c'est bien tous les changements que l'on vit et qui traversent d'ailleurs toutes les générations et pas uniquement que les jeunes. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Ouais. Après, bien évidemment, les entreprises sont obligées de s'adapter. En termes de recrutement, on voit qu'on recrute différemment. Et si elles ne s'adaptent pas, on fait plutôt des entretiens d'exploration et puis de confirmation. Il faut savoir, parfois, on dit aussi en France, tu dois trouver ton remplaçant. On tend
à recruter des gens qui sont semblables, qui nous ressemblent, alors qu'on peut aussi aller sur des profils atypiques. Voilà, quand on parle d'engagement, peut-être qu'il faut se questionner. Avant, on était sur un engagement rationnel, normatif, affectif. Aujourd'hui, on est sur un engagement intrapreneurial, éthique, l'importance des valeurs sociales, collaboratives, plus atomisées, beaucoup plus pluridimensionnelles. Donc, bien évidemment, le modèle d'avant, il faut être disruptif. Pareil, le rapport à l'autorité, le rapport à la posture du manager, autorité de fait, une autorité relationnelle. Donc, tout est en train de bouger, tout est en train de changer. Mais avant tout, c'est une affaire sociétale de l'entreprise, avant même uniquement d'une affaire de génération. Et quand une entreprise comme Randstad porte une étude de cette nature aussi importante en termes de nombre de personnes interrogées, qu'est-ce que vous cherchez à montrer à vos clients? Adaptez-vous, transformez-vous. C'est quoi les messages sous-jacents à une étude comme celle-là? En fait, c'est aujourd'hui, on a une pénurie des talents, donc on ne peut pas se priver d'une génération. Donc comment on fait? Donc vous leur dites, gâchez pas la Gen Z. Exactement. Comment on fait? Non, mais c'est exactement ça. Comment on fait pour se dire que les talents qui sont au sein de cette génération peuvent rentrer dans le monde de l'entreprise et quels sont les moyens de les fidéliser? Les techniques pour les faire venir, en fait. Il y a à la fois les faire venir, et ça, je pense qu'on a un vrai enjeu de comment ce premier emploi se met en place. Oui. Je vais faire une toute petite dérivation sur ce point-là. On peut se poser la question de l'apprentissage, par exemple. Oui. L'apprentissage est en train de diminuer. Ça va pas bien, oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour faire arriver les gens? Ça, c'était un de la bon génération? marchepied au premier emploi. Je pense que c'est quelque chose qui était quand même très utile. Donc voilà, je pense que ça, c'est dommage d'avoir perdu ce levier. Mais en effet, le message, c'est comment on fait pour, les recruter. Nous, on les aide parce qu'on correspond aussi à une modalité contractuelle qui leur convient. Mais ensuite, comment ils peuvent les fidéliser? Oui. Et un des éléments qui ressort, en tout cas de mon point de vue de l'étude, c'est les membres de la génération Z vont chercher un parcours de carrière dans lequel ils auront un système de reconnaissance progressive et finalement qui arrive assez vite dans le parcours. Il se trouve que je ne suis plus membre de la génération Z, je suis né bien avant. C'est comme ça, c'est la vie. Et je me souviens, c'était mais il faut faire 3 ans dans ce poste-là. Puis après, tu grimpes les échelons. Ensuite, il y a ce poste-là qui correspond à ça. Puis d'ailleurs, si tu veux rentrer dans une position de direction, carrière, en fait. exactement. Si tu veux rentrer dans un plan de direction, dans un poste de direction, mais il faut aller faire une expérience à l'étranger. Puis après, tu reviendras, tu feras le cursus honorum, quoi. Ça correspond plus en fait. Oui. Et on se rend compte aujourd'hui que cette capacité à avoir des parcours plus rapides, plus adaptés, plus personnalisés à ce que cherchent ces personnes, va permettre de fidéliser. En fait, c'est clair que le rapport au temps est complètement différent. Avant, on était sur un rapport au temps qui était linéaire pour les anciennes générations. Il y avait un temps pour s'éduquer, pour se marier, pour travailler, pour prendre la retraite, etc. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, le temps il est beaucoup plus circulaire. On est dans la culture de l'essai-erreur, de l'expérimentation. On peut se tromper, on peut quitter une entreprise, revenir, faire une pause, une micro-retraite, compliqué pour etc. les entreprises quand même. Bien évidemment, c'est compliqué. Bien évidemment. Avec cette mise à disponibilité. Donc, après, c'est un peu contre-intuitif pour un dirigeant qui se dit, moi j'investis sur quelqu'un, je veux qu'il reste, je veux qu'il crée de la valeur et de la richesse. Enfin, c'est une question que vous avez aussi en tant que chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, un jeune va se dire... Pareil, en entretien de recrutement, quand on pose cette fameuse question, comment tu te vois dans 5 ans? Et avant, on attendait des réponses toutes construites. Un jeune vous répond, la fameuse, je ne sais pas si dans 5 ans, je serai toujours chez vous. Mais si je me sens bien à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, ils vivent plus l'instant présent, ils sont prêts à se projeter, mais ils ne savent pas véritablement où ils veulent aller. Donc, toute cette projection de plan de carrière, on a quand même 50% en fait, des jeunes aujourd'hui qui disent ne pas vouloir forcément être manager demain. Ouais, ça, c'est un gros casse-tête pour les entreprises. Pour construire. Viens, je voudrais que tu deviennes manager. Non. Pas forcément, ou ça dépend, ou comment le faire. Voilà, après, il faut faire attention avec les chiffres, etc. On n'a plus le temps, mais l'étude Randstad fait aussi une analyse assez fine de la relation à l'IA. 41% chez les baby-boomers qui considèrent qu'il y a de l'enthousiasme et un potentiel pour l'IA. 55 tout confondu, et 49 chez la Gen Z. Alors moi, j'aurais pensé l'inverse. Je me suis dit, tiens, la Gen Z, elle va faire 75%. Non, 49%. C'est marrant, ça, avant de nous quitter. C'est un peu un je t'aime moi non plus. Ils savent scroller, mais pas trop... Ils l'utilisent énormément. Ils l'utilisent de manière assez étonnante, pas forcément énormément dans leur recherche d'emploi. Non. Ils l'utilisent à titre personnel. Et parmi les 29% d'offres d'emploi qui ont disparu, un certain nombre ont aussi disparu parce que des postes d'entrée en carrière ont pu être remplacés en partie par l'IA. Et donc, il y a cette dimension, j'allais dire...
menace, mais belle perspective qui fait balancer tout ça. On a vu que 52% par ailleurs se sentaient inquiets quand même avec l'arrivée de l'IA, parce qu'il n'y a pas que l'enthousiasme, il y a aussi versus Exactement. l'idée que l'IA peut aussi être un Exactement. potentiellement destructeur d'emplois. Merci de nous avoir rendu visite pour expertiser cette étude Randstad. Merci à vous d'être venu, Philippe et Benoît Labrousse, pas Philippe Labrousse. Non. Philippe, c'est votre directeur général. Philippe Labrousse, président du groupe Randstad. Merci Elodie Gentina, là je ne me trompe pas. Autrice, conférencière, manager la génération Z. Sorti, c'est votre avant-dernier livre, hein, Oui. Sorti chez Dumont. Votre dernier livre, c'est quoi? Alors, le dernier livre, c'est le défi du management intergénérationnel. Et le prochain livre, pour 2026, on se reverra, ce sont sur les femmes au sommet. Donc voilà, approche historique et aussi sociétale et relations au travail. Très beau thème, les femmes au sommet. Vous viendrez nous en parler dans le livre de Smart Job. Merci à vous deux. On tourne une page, c'est Fenêtres sur l'emploi. Pour ne pas perdre trop de temps, j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtres sur l'emploi pour parler des techniciens de cadre de vie, des assistants ménagers, pour le dire en mots plus simples, avec la volonté de professionnaliser, d'accompagner, de former ses collaborateurs, collaboratrices. On en parle avec vous, Tasha Tegia, très heureux de vous accueillir. Également. DRH O2, qui appartient au groupe WeCare, qui vient d'ailleurs régulièrement sur notre plateau, et membre de la commission formation de la FEDESAP. Justement, vous venez d'ailleurs à ce titre-là aujourd'hui. C'est très intéressant parce qu'à l'origine, c'était des métiers où on ne se formait pas, on apprenait sur le tas et on se débrouillait comme on pouvait. Là, vous avez, avec vos équipes, avec la commission formation, vous avez créé une formation, c'est bien ça? Exactement, un partenariat entre la FEDESAP et le groupe IMA pour reconnaître et professionnaliser le métier d'assistant ménager par le biais de la création d'une formation reconnue par l'État et qualifiante, dont l'intitulé serait technicien du cadre de vie. Ça veut dire que ça répond à quel besoin, ça, technicien du cadre de vie? Alors, concrètement, c'est pour faire le parallèle, ça correspond au métier d'assistant ménager. Donc, c'est accompagner au quotidien des millions de familles, que ce soit des personnes dépendantes, donc des personnes âgées notamment. Ça peut être aussi intervenir auprès de familles actives. Et on le sait, dans les années à venir, c'est plus, d'ici 2030, c'est plus de 500 000 postes à pourvoir, puisqu'avec la population notamment vieillissante, la demande va être de plus en plus forte. Mais pourquoi vous, en tant que membre de cette commission formation, vous avez souhaité porter la création d'une formation? Parce qu'après tout, jusqu'à il y a encore maintenant, la formation n'existe pas encore, elle va se créer, j'imagine, dans quelques mois. Exactement. Pourquoi avoir voulu créer une formation? Alors, pour plusieurs raisons. Notamment, effectivement, le constat du besoin à venir, mais aussi pour valoriser ce métier, pour apporter des compétences techniques aux salariés actuellement qui occupent les postes d'assistants ménagers, car c'est absolument nécessaire. C'est aussi apporter une meilleure qualité de service. Il y a une étude en 2023 par la FEDESAP auprès des clients qui montre bien que 75% des clients reconnaissent avoir une meilleure qualité de leurs prestations lorsqu'ils ont un intervenant qui est formé. Dans votre esprit, et pas que dans votre esprit, parce que les choses vont devenir très concrètes dans quelques mois, c'est quoi les briques de formation que l'on donne et qui vont être des éléments, soit pour des personnes qui vont pousser la porte d'O2, puisque vous représentez cette entreprise, et qui vont dire « j'aimerais faire ce métier », ils vont enclencher une formation. C'est automatique, il n'y aura pas le choix. Alors, l'objectif, oui. C'est ça l'objectif. Exactement. L'objectif, c'est à la fois pour rendre ce métier beaucoup plus attractif, auprès des personnes, comme vous venez de le dire, qui vont passer notre métier. Porte. Exactement, on entend métier, on entend compétences, on entend formation qualifiante et reconnue, et qui vont effectivement une formation, un parcours de formation qui a été construit en fonction des besoins réels du terrain. Besoin réel, ça veut dire quoi? Vous leur apprenez de la posture, vous leur apprenez aussi à utiliser, je dirais, les produits ménagers. Enfin, il y a plein de sujets, en fait. Exactement, c'est assez multiple. C'est à la fois les techniques de gestes et posture pour permettre aux salariés effectivement, de ne pas se blesser, notamment. C'est à la fois savoir utiliser les produits ménagers,
mais c'est aussi utiliser le matériel, notamment. Hein, Médical, par exemple, les lits, parce que j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de sujets comme ça. Alors oui, mais là, on est plutôt sur le métier d'auxiliaire de vie. Donc ça, ils n'iront pas jusque-là. Exactement. Parce qu'il arrive parfois, vous savez que l'aide ménager vient aussi rendre un petit service à la personne âgée. On n'en est pas à ce stade. Effectivement, là, on se concentre vraiment sur le métier d'assistant ménager, potentiellement futur technicien du cadre de vie. Et quand je parlais de la posture, c'est aussi de la posture d'accompagnement humaine de parfois des personnes qui ont des troubles psychiques, qui sont en difficulté. C'est pas toujours simple. Tout à fait, puisque alors cette formation, cette reconnaissance, cette formation, elle a aussi plusieurs impacts, et notamment positifs. L'impact côté humain. On vient de le dire, ça va nous permettre d'être un levier d'attractivité pour les personnes qui souhaitent venir sur ces métiers. C'est aussi fidéliser les salariés déjà à ces postes pour permettre aux entreprises de les former. C'est pas que des nouveaux, hein, c'est ceux qui sont déjà en poste. Exactement, ça touche les deux types de publics. Et c'est aussi, comme vous venez de le dire, important, un impact sociétal, puisqu'on le sait, l'assistant ménager aujourd'hui, c'est souvent le premier lien auprès des personnes dépendantes, le premier lien avec l'extérieur. Parfois même le seul. Exactement. Et ça permet plus facilement, lorsque la personne aidée, bien sûr, son niveau de dépendance augmente au fur et à mesure que les années passent, d'accepter d'avoir un autre professionnel, notamment l'auxiliaire de vie, pour pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement. En une seconde, elle démarre quand cette formation ? Alors, 2026, on doit d'abord passer par la case reconnaissance auprès de France Compétences. France Compétences, exactement. Mais une fois que ce sera fait, on pourra tous en bénéficier. Eh bien, écoutez, vous viendrez nous en parler quand la formation démarre, peut-être avec une personne qui est accompagnée. Merci Tacha Teguia, DRH O2 et membre de cette commission formation de la FEDESAP, qui, vous l'aurez compris, FEDER organise cette belle formation. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous écrivent, qui nous regardent. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Paul, aujourd'hui, au son. Merci à Loïc, à la réalisation. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous regardent. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et puis on se donne rendez-vous évidemment en 2026. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.